Réponse de Jacques Attali et puis Béatrice Gibelin. Je suis entièrement d'accord avec ce que vous venez de dire. J'ajoute qu'une des raisons pour laquelle les dirigeants ne prévoient pas, c'est d'abord qu'on, de façon très générale, on préfère ne pas prévoir, ne pas voir, ne pas comprendre. C'est mieux de ne pas prévoir, de créer les conditions d'attendre et de laisser les choses se faire. Mais aussi parce que souvent, et pour des raisons qu'on peut comprendre, beaucoup de dirigeants ont peur que s'ils prévoient et s'ils organisent l'arrivée des réfugiés ou des étrangers, ça fonctionnera comme ce qu'ils appellent un appel d'air. C'est-à-dire que plus c'est facile, plus il y a... C'est pourquoi d'ailleurs, l'année dernière, on a rendu si difficile la traversée de la Méditerranée qu'il y a eu des centaines, sinon des milliers de morts en Méditerranée, parce qu'on a volontairement laissé mourir des gens pour essayer de dissuader les autres de venir. Ce qui évidemment ne marche pas, parce que quand les gens choisissent de mourir plutôt que de rester, eh ben, ils vont continuer à mourir plutôt que de rester. Donc cette stratégie de la dissuasion par le mauvais accueil ne fonctionne pas. Et nous sommes donc conduits à créer les conditions d'un bon accueil, parce que c'est la seule façon de concilier à la fois la morale et la raison. Béatrice Gibelin. Oui, moi, je n'aurais pas une attitude avec le cynisme que vous venez d'avoir en disant, voilà, on le provoque pour qu'ils meurent tous en Méditerranée. C'est ce que j'ai dit, c'était pas mon point de vue. Oui, mais c'est ce que vous pensez qu'ils pensent et qu'ils agissent de cette façon. Moi, pourquoi on n'a pas prévu? Parce que pendant quelque temps, d'abord dès le départ, on était dans la représentation que Bachar tomberait. Que ce serait comme en Égypte, que ce serait comme en Tunisie. Et il était difficile de faire entendre que ce serait peut-être pas si simple que ça. Mais on voulait entendre que Bachar allait tomber. Donc, à partir du moment où ça a commencé à partir, d'abord il y avait des Irakiens qui étaient déjà partis en Syrie au moment où les chiites ont fait la chasse aux sunnites, donc eux sont déjà venus se réfugier en Syrie. Et où ils étaient très nombreux, ils sont un peu repartis dans quelques temps, mais il en est aussi beaucoup resté. Donc du coup, on a eu un flux qui est parti à partir du moment où les choses se sont dégradées. Qu'est-ce qui est parti d'abord? Les classes aisées, parce qu'elles étaient les mieux informées. Elles avaient souvent les diplômes possibles, elles maîtrisaient les langues, et soit elles sont parties dans les pays du Golfe, pas en tant que réfugiés, elles sont parties en tant que travailleurs immigrés, médecins, avocats, ingénieurs, et il y en a un certain nombre de milliers qui sont aujourd'hui dans les Émirats ou en Arabie Saoudite, soit ils sont partis déjà en Europe. La France accueille des Syriens avec le statut de réfugiés depuis l'année 2012. Mais c'est d'abord, j'allais dire, le haut du panier. Un certain nombre de médecins de nos hôpitaux français sont des Syriens accueillis. Mais on a pensé que ça s'arrangerait. Que d'une certaine façon, toujours dans cette idée que Bachar tomberait et qu'il pourrait rentrer. Donc on a laissé s'accumuler tout autour. Et ces gens-là pensaient aussi qu'ils pourraient rentrer. Ils sont allés au Liban, ils sont allés en Jordanie, ils sont allés en Turquie. C'est là qu'ils sont. Et avec l'espoir qu'ils allaient rentrer chez eux. Et c'est le temps passant qu'au bout d'un moment, la Turquie, avec 2 millions de réfugiés chez elle, qui n'ont pas forcément un statut de réfugié, mais qu'elle a plutôt correctement accueillis, d'ailleurs, à la fois sur le plan santé, à la fois sur le plan scolaire. Dans des camps, quand même. Dans des camps, quand même. Qu'est-ce qu'on pouvait faire d'autre, hein? C'était quand même un peu difficile de faire autrement. Mais à partir du moment où la situation de la Turquie change, avec un certain nombre de problèmes de géopolitique interne importants, dont la question des Kurdes, une partie de ces Syriens se rendent compte, ou Irakiens, se rendent compte que la situation se dégrade. Et là, évidemment, ils commencent à partir. Soit ils partent du Liban, soit ils partent de la Turquie. Et c'est là où, effectivement, on peut s'interroger pourquoi le flux a démarré aussi massivement, relativement aussi tardivement. Parce que ce flux est devenu très important, on va dire, à partir de ce printemps, à la fin du printemps, et surtout dans tout l'été. Et c'est cette masse, ce flux qui démarre, et que la Turquie, que le gouvernement turc fait partir. Effectivement, parce que gérer ces 2 millions est un vrai problème. Le gouvernement turc a dit au gouvernement de l'Union européenne, ou vous nous financez pour les garder, Bien sûr. ou vous nous financez pour les garder, ou on les laisse partir. C'est d'ailleurs une des décisions qu'ont pris les pays européens, c'est de financer pour 1 milliard d'euros les pays voisins pour que justement l'accueil soit... Et les pays des monarchies du Golfe financent aussi pour ne pas prendre. Hein, voilà, donc ils financent aussi dans des proportions qui sont tout à fait importantes. Donc la question, quand ils n'ont pas prévu, peut-être ils pouvaient prévoir un peu plus tôt. Mais il n'était pas du tout évident que tous ces réfugiés à proximité de la Syrie seraient amenés à être obligés de se réfugier pour
très longtemps et avec un retour, effectivement, qui n'est pas demain. Alors justement, la question qui se pose, c'est effectivement qui sont-ils, tous ces, alors qu'on les appelle migrants ou réfugiés. On a décidé ce soir d'appeler cette émission Face à l'afflux de réfugiés. Pourquoi ? Parce que justement, France 2 a donné la réponse sur qui sont-ils mardi dernier. Regardez. Depuis janvier dernier, ils sont 477 906 à avoir traversé la Méditerranée pour rentrer en Europe. L'année dernière, ils étaient 2 fois moins nombreux. Qui sont-ils ? Selon les derniers chiffres du Haut Commissariat aux réfugiés, 69% sont des hommes, 13% sont des femmes, 18% sont des enfants. D'où viennent-ils ? Majoritairement de 3 pays. D'Érythrée, 7%, d'Afghanistan, 13%, et surtout de Syrie, 54%. Les Syriens, majoritaires sur les routes de l'exil, et pour cause. Depuis le début de la guerre civile, 4 millions d'habitants ont quitté le pays, 18% de la population. Rapporté à la France, c'est comme si tous les habitants de ces 5 régions avaient quitté notre pays. Face à la crise, l'Europe n'est pas la seule à se trouver en première ligne. Depuis 2011, la Turquie a accueilli plus d'1 900 000 Syriens. Au Liban, les Syriens sont désormais plus d'1 million, soit un quart de la population libanaise. À titre de comparaison, les 477 906 hommes, femmes et enfants qui ont traversé la Méditerranée cette année représentent 0,1% de la population de l'Union européenne. Donc voilà pourquoi on a choisi de parler de réfugiés dans cette émission ce soir, puisqu'en majorité, ils viennent soit de pays en guerre, la Syrie, l'Afghanistan, soit d'une dictature militaire épouvantable, l'Érythrée, dans laquelle les emprisonnements et les tortures sont évidemment monnaie courante. Réaction ? Voilà pourquoi les chiffres sont dérisoires. Ce qui est important, et d'ailleurs, je reprends le dernier point de Guénaud, c'est qu'il faut voir à la source. Et donc, c'est ça ce problème. L'impréparation dont vous parlez, c'est une incapacité de prévoir ce qui pouvait se passer en Syrie, comme vous l'avez dit. Donc, à partir du moment où c'est devenu à une guerre civile et internationale, où c'est devenu un massacre permanent, où la croyance que Bachar pourrait être éliminé n'existe plus, il est évident qu'il faut tout faire pour imposer la paix. Tout faire pour imposer la paix, s'il ne faut pas faire une petite coalition contre le Daesh, dans laquelle on est allié, on laisse l'Iran intervenir en étant objectivement allié, mais qu'en restant hostile psychologiquement, collaborer avec Bachar sur le plan des renseignements tout en étant ennemi et en combattant le Daesh, etc. Tout ça est complètement incohérent et faible. À mon avis, pour régler la question à la source, il faut que l'Union des nations moins barbares que le Daesh, c'est-à-dire à peu près toutes, que l'Union se fasse, c'est-à-dire y compris la Russie, y compris peut-être la Chine, qui a des, y compris intervenir. Il faut une intervention massive et une entente pour arrêter les combats. C'est une chose meurtrière, épouvantable. Penser que le problème de Bachar est plus important que celui des milliers de morts quotidiens, à mon avis, c'est délirant. Il faut arrêter la boucherie. Et là, on commence à pouvoir traiter la question. Là, un certain nombre de fugitifs, réfugiés vont revenir chez eux. Là, nous pouvons. Mais tant qu'on continue à avoir cette politique stupide au Moyen-Orient, avec uniquement des frappes aériennes et des drones, et qui en plus dressent les populations contre nous, tant qu'on est incapable de vouloir faire les compromis nécessaires avec un dictateur comme Poutine, mais enfin, on fait des risettes, un dictateur encore plus grand que le dictateur chinois, enfin, tant qu'on n'a pas un minimum de réalisme pour la paix, pour éviter les massacres, je crois que le problème ne sera pas réglé. Oui. Juste, je trouve que Edgar Morin a dit beaucoup de choses intéressantes. Il a raison. Voilà, si on ne va pas là-bas régler le problème, la suite sera catastrophique. Mais je reprends ce qu'a dit Mme Gibelin tout à l'heure. D'abord, c'est toujours très facile de dire que les choses étaient prévisibles après coup. Tout était prévisible après coup. Tout. La Seconde Guerre mondiale, tout. Voilà, tout ce qui nous est tombé sur la tête comme catastrophe, et puis les tsunamis aussi, tout est prévisible après coup. Mais voilà, pourquoi on n'a pas prévu? Pas simplement parce que les gouvernants sont des imbéciles, imprévoyants, mais parce que, d'abord, premièrement,
tous les gens qui font l'opinion, qui aujourd'hui donnent souvent des leçons, nous ont expliqué au moment des printemps arabes que la démocratie allait triompher partout. C'était inéluctable, c'était le sens de l'histoire, on ne pouvait rien dire. Bon, eh bien, en Syrie, on a dit, mais Bachar va tomber parce que la démocratie ne peut que gagner. Sauf que derrière la démocratie, il y avait l'État islamique. Bon, partout, je veux dire, en Égypte, on a expliqué que la démocratie a triomphé, c'est les frères musulmans qui ont gagné. En Tunisie, je vous fais pas un dessin. Partout. Troisième remarque, on n'a jamais pris l'État islamique au sérieux. D'ailleurs, on ne voulait pas l'appeler l'État islamique, ne voyant pas en quoi le phénomène, la stratégie de ces gens était radicalement nouveau. C'est pas une petite organisation terroriste. Ce sont des gens qui veulent créer un grand État sunnite. Et qui sont prêts à décapiter la moitié des habitants de la région pour y parvenir. Mais ils veulent un État, ils veulent un territoire, ils ont d'ailleurs déjà des territoires et déjà des ressources. On n'a pas pris ça au sérieux. Voilà. Mais qui l'a pris au sérieux dans les grands experts occidentaux, dans les grands penseurs occidentaux? Mais personne, pas seulement les gouvernants. C'est bien de la prévoyance, donc. Mais c'est une influence collective. La démocratie, elle n'est pas faite que par le gouvernement dans une démocratie, il n'est pas fait que par les gouvernants. Il est fait par tout le monde. On ne pouvait rien dire sur les printemps arabes. C'était le triomphe de la démocratie. Donc il n'y avait rien à faire, il n'y avait aucun danger, il n'y avait aucune menace. Oui, la Libye, M. Guénaud. La Libye, je peux vous en parler. Moi, je commence à en avoir assez de la Libye. La Libye, c'est pas compliqué. Un jour, des gens sont venus voir le président de la République française, lui ont dit voilà, ou vous faites quelque chose, ou vous ne faites rien. Si vous ne faites rien, eh bien, M. Kadhafi va tuer 1 million de personnes à Benghazi. Voilà. Et le président de la République, il s'est trouvé en face de sa conscience, voilà, et il a tranché en conscience. Je ne sais pas ce que j'aurais fait, vous ne savez pas ce que vous auriez fait, sauf à ne pas avoir de conscience. Eh bien, attendez, et jusqu'à l'été 2012, tout s'est bien passé en Libye. Il y a eu des élections, elles ont été surveillées par la communauté internationale, tout se passait bien. À partir de l'été 2012, on a abandonné la Libye et il s'est passé, ça a abouti au chaos qu'on connaît aujourd'hui. Mais là aussi, le problème n'est même plus de savoir si les gouvernants étaient incompétents et imprévoyants, pourquoi c'est arrivé. Le problème aujourd'hui est de savoir ce qu'on fait face à la situation telle qu'elle est. Bon, la Libye est dans l'état où elle est, où on la met sous mandat international aujourd'hui, quelles que soient les raisons pour lesquelles elle est dans cet état, ou bien nous allons laisser ce chaos comme une grande porte ouverte pour amener le chaos en Europe. Et c'est pareil en Syrie. Voilà, Edgar Morin a parfaitement raison. Pour avoir pris parti très fermement dès le début contre l'intervention en Libye pour les raisons de ce que j'imaginais ce qui allait se passer, je peux rappeler que beaucoup de gens ont prévu qu'il y allait avoir une énorme vague de migration. Beaucoup de gens ont dit depuis longtemps que nous avons aujourd'hui dans le monde 200 millions de personnes qui vivent dans un autre continent que celui où ils sont nés, et que dans 30 ans, ça sera au moins 500 millions de personnes qui vivront dans un autre continent où ils sont nés. Il faut le savoir, il faut l'affronter pour des raisons écologiques, pour des raisons politiques, pour des raisons économiques, parce qu'on ne peut pas avoir la libre circulation des marchandises, des idées, des capitaux, et pas la libre circulation des personnes. Ou alors, on va retourner aux frontières. On peut le faire, mais si on retourne à la fermeture des frontières, alors c'est le déclin économique qui s'engage et c'est la guerre qui commence. Mais comme nous entrons dans un monde de dégel des mouvements des populations sur la planète, de dégel des mouvements. 500 millions, ça peut paraître gigantesque, mais sur une population de 9 milliards, c'est tout à fait gérable. Il faut le savoir. Et nous, Européens, il faut le savoir non seulement pour les raisons qu'a dit très justement Edgar Morin, à savoir que la morale passe avant et que la compassion suppose de les recevoir, mais il faut aussi le faire parce que c'est notre intérêt. Et je crois beaucoup au fait d'assumer notre intérêt. Notre intérêt, c'est d'accepter cela. Il y a en effet à peu près 4 millions de personnes entre la Turquie et le Liban qui n'essayent que de passer. Il y a entre la Tunisie et la Libye entre 4 millions et 5 millions de personnes qui essayent. Et derrière, il y en a autant. Mais si nous ne faisons pas l'effort, non seulement pour régler la question syrienne, mais pour développer l'Afrique, dans 30 ans, la population africaine, qui est d'1 milliard aujourd'hui, sera de 2 milliards. Et sur les 2 milliards d'Africains, dans 30 ans, il y en a 1 milliard qui aura moins de 18 ans. Ça, on ne peut pas dire qu'on ne l'a pas prévu, c'est clair. Dans 30 ans, il y a 1 milliard d'Africains de moins de 18 ans et 1 milliard d'Africains de plus de 18 ans. Vous croyez qu'ils vont rester à souffrir quand ils voient à la télévision l'abondance de l'Europe et qu'ils voient qu'il est possible d'y venir? Évidemment qu'ils vont venir. Ça ne sera pas 30 000, ça ne sera pas 100 000, ça ne sera pas 1 million, ça sera 100 millions qui viendront en Europe. Si on ne crée pas les conditions de leur développement, qui est notre intérêt, on fait des petites choses, mais on ne le pense pas. Pourquoi? Parce qu'on préfère penser l'immédiat
Et penser l'immédiat, ça va nous amener Vous avez à la raison, fermeture des vous avez frontières raison, et à la juste- guerre. juste que c'est Il faut pas le- assumer ces chiffres Juste qui que sont vous avez sans parfaitement commune raison. mesure avec les petits chiffres de 20 000, de 30 000, de 50 000 dont on ça parle c'est tout à fait exact et vous avez parfaitement raison sur l'Afrique et le développement de l'Afrique. On pourrait rajouter la Méditerranée. Mais simplement, ces deux sujets différents. Il y a la crise aujourd'hui des réfugiés qu'il nous faut absolument juguler parce que cette crise va nous amener à des catastrophes. Et puis il y a effectivement la gestion des flux migratoires à venir et le développement de l'Afrique et du Moyen-Orient. Mais commençons par régler un problème qui nous saute à la gorge et qui va vraiment créer une situation catastrophique. Alors, revenons donc à ce sujet d'aujourd'hui. Mais moi, il ne faudrait pas qu'on fasse trop de confusion, parce que réfugiés, c'est réfugiés politiques qui arrivent dans un certain nombre de conditions. C'est pour ça qu'on parle, au fond, des tris qu'on devrait faire entre économique et politique. C'est-à-dire, c'est pas du tout commode, je suis parfaitement d'accord avec vous, mais il faut faire attention à pas, j'allais dire, trop tout mélanger. Non, Pour le moment, quand on dit on va accueillir 30 000 personnes d'ici 2015-2016, réparties, si possible, à peu près sur l'ensemble de la France, on parle de réfugiés politiques qui ont un statut particulier pour lequel ils auront droit à la CMU, pour lequel ils auront des allocations familiales, pour lequel il pourra y avoir droit à l'aide au logement et peut-être accès à un logement social s'ils remplissent les conditions pour. Ça, c'est le statut de réfugié politique. Le flux effectivement important et qui est beaucoup plus important que ces réfugiés politiques. Je veux dire, c'est à peu près 200 000 personnes qui rentrent en France tous les ans pour venir travailler. Ces réfugiés économiques n'ont droit absolument à rien de ces statuts-là. Donc il ne faut pas tout mélanger. C'est vrai que aussi, quand on dit constamment on parle de migrants, alors Voilà. que la C'est pour plupart ça du que temps on je parle de pense- réfugiés, Oui. les gens qui fuient Voilà. la guerre, c'est pas des Donc, migrants. donc je crois que c'était bien de parler de réfugiés ce soir. Autrement, on peut faire un sujet, effectivement, sur l'importance des flux. La mobilité n'a jamais été si grande, c'est incontestable. Il suffit de voir les catastrophes que ça fait au pèlerinage de la Mecque. Hein. Bon, il y en aura d'autres. Donc ces flux massifs, c'est vrai, vous avez parfaitement raison, on les aura. Quant à dire il faut qu'on développe l'Afrique, ça fait longtemps qu'on le dit, c'est tout simplement pas si simple que ça à faire. Alors, c'est une question de finances, mais peut-être pas seulement. Alors, je vous propose qu'on voit, parce que on voit des colonnes, on voit des gens, ils n'ont pas de nom, et puis parfois, tout à coup, on en voit un, ça s'arrête. Je vous propose de regarder un extrait de Human, le film Yann Arthus Bertrand. de Yann Arthus Bertrand, voilà, Human, où là, on en a un qui nous parle. Now I am living in jungle of Kali. The police come and they disturb us, and they said, you have to leave the jungle. I said, where I have to go? Where I have to go? Show me the place. We want to go to that. He said, you have to go back to your country. I said, where is my country? I don't have a country, man. It's a killing ground. It's a ground of killing the people. It's a ground of fighting. It is not a country. It's Afghanistan. It's not a country now. It's a killing ground, man. 37 countries come to control that country, but they cannot control these people. The union cannot control these people. How can you have to send me back to that country? And I lost my family in that country. How can I go to that country back? I was refugee in Pakistan. I was refugee in Iran. I was refugee in Dubai. I was refugee in Turkey. I was refugee in Bulgaria. I was refugee in European country in Greece. And now I'm a refugee in France. But let me to live, man. I don't want anything from you. I don't want eating from you. I don't want anything from you. I don't need the help. But let me to live.